Le silence de mon appartement du 6e arrondissement était une construction parfaite, une forteresse invisible que j'avais mis des décennies à ériger. En ce lundi matin de janvier 2024, tout était à sa place, immobile et rassurant. La lumière pâle de l'hiver parisien léchait les parquets cirés. L'odeur du café fort embaumait la cuisine. Et je me tenais là, droite, impeccable dans mon peignoir de soie, savourant cette maîtrise absolue sur mon existence. À 75 ans, je n'avais rien perdu de la rigidité qui avait fait ma réputation de dame de fer de la cardiologie. Ma main, qui avait tenu tant de cœur à l'arrêt, ne tremblait jamais. C'était avant que le facteur ne glisse, cette enveloppe dans ma vie. Dès l'instant où je l'ai ramassée sur le tapis de l'entrée, j'ai su que l'ordre venait de se briser. Ce n'était pas une facture, ni une invitation mondaine. C'était une enveloppe épaisse, d'un papier crème au grain lourd, cernée d'une large bordure noire. Ce liseré funèbre, archaïque et brutal, m'a traversé le corps comme une décharge électrique. Cela faisait des années que je n'avais pas vu ce code ancien, cette façon élégante et terrible d'annoncer la fin d'un monde. J'ai pris mon coupe-papier en argent, tentant de conserver mes gestes mécaniques, chirurgicaux. La lame a fendu le papier avec un bruit sec, presque obscène dans le calme de la pièce. J'ai sorti le Bristol. Mes yeux ont scanné le texte, cherchant un nom familier parmi mes contemporains, m'attendant à lire le décès d'un vieux collègue ou d'un ministre oublié. Mais les lettres ont formé un nom qui n'avait pas le droit d'être là. Margot Renoir. 41 ans. Le temps s'est arrêté. J'ai lu la suite, et chaque mot était un coup de marteau sur ma poitrine. Décédé des suites d'une surdose. Les obsèques auraient lieu à Lyon, le 28 janvier, dans la plus stricte intimité. C'est à ce moment-là que la tasse de café m'a échappé. Je n'ai pas senti mes doigts s'ouvrir. Je n'ai entendu que le fracas de la porcelaine contre le bois, suivi de la brûlure liquide éclaboussant mes chevilles. Mais je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas. Je restais figée, les yeux rivés sur ce patronyme qui revenait me hanter après 30 ans de silence. Renoir. Je pensais qu'elles avaient survécu. Je m'étais convaincue, avec cette capacité effrayante que j'ai de réécrire l'histoire pour qu'elle soit supportable, que la petite Margot avait échappé au naufrage de sa mère. Je m'étais dit qu'après la mort de Simone, la petite avait été sauvée, qu'elle avait grandi loin de tout ça. Mais le papier que je tenais disait le contraire. Il disait que la tragédie s'était répétée, implacable, héréditaire, la mère morte de douleur et d'alcool, la fille morte d'héroïne. Soudain, mon appartement parisien a disparu, j'ai été happée par un souvenir violent, une image que j'avais enterrée sous des tonnes de dossiers médicaux et de récompenses académiques. J'étais de retour dans ce couloir sombre de l'hôpital Édouard Herriot en 1983. L'air sentait l'éther et la peur. Je sentais presque physiquement la main de Simone agripper mon bras, ses ongles s'enfonçant dans ma blouse blanche, sa voix brisée me suppliant de l'aider, me répétant que j'étais la seule à savoir la vérité, la seule à pouvoir la sauver de l'abîme. Et je revoyais mon propre geste. Je me revoyais me dégager doucement, avec cette froideur professionnelle que je perfectionnais déjà, et détourner le regard pour la laisser seule face à l'accusation. Une nausée violente m'a saisie. J'ai dû m'appuyer contre le plan de travail pour ne pas tomber au milieu des débris de tasses. C'est là que j'ai vu l'autre papier. Une petite note, manuscrite, qui avait glissé de l'enveloppe et atterri près de mes pieds. Je me suis baissée avec difficulté, mes articulations protestant soudain sous le poids des années. J'ai ramassé le feuillet. L'écriture était nerveuse, masculine, pleine d'une colère contenue qui transparaissait dans chaque boucle acérée. L'auteur se présentait comme Julien Renoir, le petit-fils, le survivant. Il ne prenait pas de gants. Il écrivait qu'il savait qui j'étais pour sa famille. Il disait que, si j'avais encore une once de conscience sous mes médailles, je devais venir à l'enterrement. Il ne m'invitait pas par courtoisie. Ces mots étaient un défi, une sommation. Il précisait que sa mère, Margot, m'avait laissé quelque chose avant de mourir. Un objet qu'elle avait gardé toutes ces années et qui m'était destiné. J'ai relu la phrase finale, celle qui faisait trembler mes doigts tachés de café. Julien affirmait que l'heure était venue de payer l'addition. Dehors, Paris continuait de vivre indifférent. Les voitures ne passaient, les gens allaient travailler. Mais dans ma cuisine, le fantôme de Simone Renoir venait de surgir des ténèbres, traînant derrière lui 3 générations de cadavres, et il me regardait droit dans les yeux. J'ai compris alors que ma retraite paisible était terminée.
Le passé ne s'était jamais effacé. Il avait simplement attendu son heure, tapis dans l'ombre, et il venait de frapper à ma porte avec une enveloppe bordée de noir. J'ai fui la cuisine comme on fuit une scène de crime, laissant derrière moi les débris de porcelaine et l'odeur du café froid pour me réfugier dans la seule pièce de cet appartement où je me sentais encore intouchable, mon bureau. J'ai tourné la clé dans la serrure avec une violence inutile, entendant le déclic du verrou comme on entend la porte d'un coffre-fort se refermer. Ici, au moins, l'air était filtré, purifié par des décennies de réussite. Je me suis laissé tomber dans mon fauteuil en cuir, ce trône usé par mes longues heures de veille, et j'ai levé les yeux vers les murs. C'était mon sanctuaire, mon musée personnel, ma réponse à tous ceux qui avaient douté de moi. Du sol au plafond, encadré de bois sombre, s'étalait les preuves irréfutables de mon existence. Il y avait là mes diplômes de médecine, scellés d'or et de rouge, les unes de journaux proclamant ma nomination historique, les photos officielles où je serrais la main de ministre de la Santé, de président, de sommité internationale. Sur chaque image, je portais le même masque d'assurance glacée, ce demi-sourire qui disait que je n'avais besoin de personne. J'étais le docteur Claire Marshall, la première femme chef de service, la pionnière, l'icône. Mais en cet instant, entourée par ce papier glacé, je ne me sentais plus protégée. Les sourires figés sur les murs semblaient se moquer de moi. Ils n'étaient que la façade d'un édifice bâti sur des fondations pourries. Mes mains, animées d'une volonté propre, se sont dirigées vers le bas de la bibliothèque, vers ce compartiment verrouillé que je n'avais pas ouvert depuis 20 ans. Je savais exactement où elle était. Je sentais sa présence comme une tumeur silencieuse au milieu de mes archives impeccables. J'ai sorti la clé que je gardais cachée dans le double fond d'un tiroir et j'ai ouvert le battant. Elle était là, une simple chemise cartonnée, d'un bleu passé, qui sentait la poussière et le vieux papier. Sur la tranche, une date écrite au marqueur, 1983. J'ai posé le dossier sur mon bureau, écartant d'un geste brusque mes stylos de luxe. Le silence dans la pièce était devenu assourdissant, seulement troublé par le battement erratique de mon cœur dans mes tempes. J'avais peur de l'ouvrir. J'avais peur de ce que j'allais y trouver, même si je connaissais chaque page par cœur pour les avoir créées moi-même. J'ai soulevé la couverture cartonnée. Le premier document était une photocopie du rapport médical fatidique, le rapport qui avait tout déclenché, le rapport qui avait tué Simone Renoir. Je l'ai pris dans mes mains et j'ai fixé l'écriture. C'était fascinant et terrifiant de voir à quel point j'avais été méticuleuse. L'écriture était ronde, légèrement penchée vers la gauche, avec ses boucles caractéristiques sur les majuscules. C'était l'écriture de Simone. N'importe quel expert s'y serait trompé. Je me souvenais des nuits blanches, passées à m'entraîner, à copier ses ordonnances, à mémoriser la pression de son stylo sur le papier, jusqu'à ce que ma main devienne la sienne. J'ai relu les mots que j'avais inscrits ce soir-là. J'avais falsifié le dosage de l'anesthésiant, transformant une procédure standard en une erreur mortelle, une négligence impardonnable. En bas de la page, la signature imitée de Simone validait le mensonge. Une vague de chaleur était montée à mon visage. J'ai essayé, comme je le faisais toujours, d'invoquer mes justifications habituelles, ces mantras que je me répétais depuis 40 ans pour pouvoir dormir. Je me suis dit que c'était la guerre, qu'en 1983, une femme n'avait pas le droit à l'erreur ni à la douceur. Le milieu hospitalier était une jungle dominée par les hommes, un club fermé, où nous n'étions que des intrusses tolérées à condition d'être plus dures, plus brillantes et plus impitoyables qu'eux. Je me suis dit que j'avais fait ce qui était nécessaire pour survivre, que Simone était trop fragile, trop émotive pour ce poste de chef de service, qu'elle aurait fini par craquer de toute façon. Je me suis dit que j'avais sauvé le service en prenant le pouvoir, mais aujourd'hui, face à ce vieux papier jauni, les excuses sonnaient en faux. La voix de ma conscience, que j'avais réussi à étouffer sous les applaudissements et les honneurs, se réveillait. Ce n'était pas de la survie, c'était de l'ambition pure, dévorante, cannibale. Je me suis mise à regarder mes mains. Elles étaient viantes et vieilles, maintenant, couvertes de taches de vieillesse, la peau fine comme du parchemin. Ces mains qui avaient sauvé des milliers de vies. Ces mêmes mains qui avaient écrit la condamnation à mort de ma meilleure amie. Le souvenir m'a frappée alors, non pas comme une pensée, mais comme une sensation physique, brutale et colorée. Je n'étais plus dans mon bureau parisien. J'étais de retour à Lyon, au début de cet été 83, dans la chaleur étouffante de la cafétéria de l'hôpital. Je revoyais Simone assise en face de moi.
Elle portait sa blouse ouverte sur une robe légère à fleurs, ses cheveux châtains, retenus négligemment par un crayon. Elle rayonnait d'une lumière que je n'avais jamais possédée. Elle riait en me racontant les détails de sa vie, cette vie foisonnante et désordonnée qui me fascinait autant qu'elle m'irritait. Elle me parlait de son mari architecte, de leur projet de maison à la campagne, de son désir d'avoir un deuxième enfant. Elle parlait avec ses mains, renversant presque son café, pleine d'une vitalité qui attirait les regards de toute la salle. Les infirmières l'adoraient, les patients ne juraient que par elle. Elle avait ce don inné de l'empathie, cette chaleur humaine qui rassurait instantanément. Moi, j'étais assise en face d'elle, rigide, calculatrice. Je l'écoutais, mais je ne l'entendais pas vraiment. Je regardais sa facilité, son aisance, et je sentais le poison de la jalousie se répandre dans mes veines. Je n'avais pas de mari, pas d'enfant, pas de maison de campagne. Je n'avais que mon travail. Je n'avais que cette ambition dévorante d'être la première, la meilleure. Je me souvenais d'avoir pensé, en la regardant sourire, qu'elle avait tout et que c'était injuste, qu'elle ne pouvait pas avoir à la fois le bonheur personnel et la gloire professionnelle, qu'elle gaspillait son talent dans des émotions inutiles. Dans ce souvenir, Simone s'était penchée vers moi, son visage devenant soudain sérieux, et elle m'avait confié qu'elle me considérait comme sa sœur. Elle m'avait dit qu'elle admirait ma force, ma discipline, qu'elle aurait aimé avoir ma colonne vertébrale. Elle ne voyait pas le monstre qui grandissait en moi. Elle ne voyait qu'un miroir flatteur. Je suis revenue, brutalement au présent, le goût amer de la trahison dans la bouche. J'ai fouillé plus profondément dans le dossier, mes doigts tremblants heurtant le fond de la chemise cartonnée. Il restait un dernier élément, quelque chose que je n'avais pas fabriqué, mais que j'avais volé. J'ai sorti une photographie argentique en noir et blanc, au bord dentelé. C'était nous, prises sur le vif dans le jardin de l'hôpital, quelques mois avant le drame. Nous portions nos blouses blanches comme des armures, mais nous ne ressemblions pas à des médecins, nous ressemblions à des gamines. Simone avait passé son bras autour de mes épaules et riait aux éclats, la tête renversée en arrière. Je souriais aussi, d'un sourire plus retenu, mais sincère, peut-être le dernier sourire sincère de ma vie. Nous semblions invincibles. Un duo inséparable prêt à conquérir le monde médical. J'ai retourné la photo lentement, sachant ce qui m'attendait, redoutant de lire les mots inscrits au verso à l'encre bleue, de cette même écriture que j'avais si parfaitement imitée pour la détruire. La dédicace disait simplement qu'elle remerciait le ciel de m'avoir mise sur sa route. Elle écrivait que j'étais sa meilleure amie, son roc, et qu'elle m'aimait. Elle signait d'un simple S majuscule. J'ai lâché la photo comme si elle m'avait brûlée. Elle est retombée sur le bureau, face visible, ce rire figé pour l'éternité me fixant avec une innocence insupportable. J'ai réalisé alors que je n'avais pas seulement détruit une concurrente, je n'avais pas seulement éliminé un obstacle sur la route de ma carrière. J'avais tué la seule personne qui m'avait jamais aimé sans condition, la seule qui voyait une humaine derrière le médecin. Les larmes que je retenais depuis 30 ans ne sont pas venues. Mes yeux sont restés secs, brûlants. C'était pire que les pleurs. C'était le désert. J'ai compris que je ne pouvais pas rester dans ce bureau, entouré de ces mensonges dorés. Julien Renoir avait raison. J'avais une dette, et il fallait que je retourne là où tout avait commencé. J'ai refermé le dossier, j'ai éteint la lumière de mon sanctuaire, et pour la première fois, l'obscurité ne m'a pas fait peur. C'était la lumière qui était devenue insupportable. Le TGV a quitté la gare de Lyon avec cette douceur trompeuse, cette absence de friction qui caractérise le monde moderne. Mais à l'intérieur de ma poitrine, tout n'était que fracas et grincement. J'étais assise près de la fenêtre, regardant la banlieue parisienne se dissoudre dans une grisaille humide, laissant place aux champs nus et aux forêts squelettiques de l'hiver. Cela faisait 15 ans que je n'avais pas pris cette ligne, 15 ans que je n'avais pas mis les pieds à Lyon, la ville qui m'avait faite reine et qui avait vu Simone mourir en gueuse, le paysage défilait à 300 km à l'heure, une traînée indistincte de bruns et de verres sales, et j'avais l'impression étrange que ce n'était pas le train qui avançait, mais le temps qui rembobinait. Chaque kilomètre avalé m'éloignait de ma sécurité parisienne pour me rapprocher du centre de la douleur. Le wagon était calme, feutré, rempli d'hommes d'affaires, tapotant sur leurs ordinateurs et de touristes somnolents. Une voix synthétique annonçait les arrêts, mais moi, je n'entendais que l'écho des voix de 1983. Je me suis vue dans le reflet de la vitre.
superposés au paysage morne du Morvan. Mon visage était celui d'une vieille femme soignée, mais derrière mes yeux, je sentais revivre la femme de 35 ans, celle qui avait tellement faim de pouvoir qu'elle en avait oublié d'être humaine. Le souvenir est revenu avec la précision d'une incision chirurgicale. C'était en juillet, quelques mois avant le drame. La chaleur à Lyon était écrasante cet été-là, une chape de plomb qui collait les blouses à la peau. Le conseil d'administration de l'hôpital avait convoqué une réunion extraordinaire. Je me rappelais l'odeur de la cire des meubles de la salle de conférence et le bourdonnement du vieux ventilateur qui brassait l'air chaud. Le directeur avait pris la parole sans préambule. Le poste de chef de service de chirurgie cardiaque allait se libérer. C'était le Graal, la position qui définissait une carrière, qui vous faisait entrer dans l'histoire. Et il n'y avait que 2 noms sur la liste des candidats potentiels, Claire Marchal et Simone Renoir. Je me souvenais d'avoir regardé Simone à ce moment-là. Elle ne m'avait pas regardé avec défi. Au contraire, elle m'avait souri, un sourire complice et un peu triste, comme si elle s'excusait d'être là, d'être mon obstacle. Mais le pire n'était pas son sourire. Le pire, c'était ce que j'entendais dans les couloirs, dans les vestiaires, à la machine à café. Les murmures étaient un poison lent. Les collègues disaient la chance que le choix était évident. Ils disaient que Claire Marchal était un excellent technicien, certes, une machine administrative redoutable, mais que Simone Renoir était l'âme du service. Ils disaient qu'elle avait le don, cette intuition presque magique qui sauvait des vies là où la science échouait. Ils disaient qu'elle était l'avenir. Dans le train, j'ai serré mon sac à main jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Je me souvenais de la rage froide qui m'avait envahi à l'époque. Je me sentais insultée. Je travaillais 2 fois plus qu'elle. Je connaissais les protocoles par cœur. Je ne partais pas à 17h pour rejoindre un mari aimant. Je donnais ma vie à l'hôpital et pourtant c'était elle qu'ils aimaient. C'était sa lumière naturelle qu'ils préféraient à ma brillance artificielle. J'avais compris ce jour-là que le mérite ne suffirait pas, que si je voulais gagner, je devais changer les règles du jeu. Une annonce du contrôleur m'a tiré de ma rêverie. Nous approchions de la vallée du Rhône. Le brouillard s'était levé sur le fleuve, épais et laiteux, avalant les ponts et les clochers. Je regardais ces fermes isolées, au milieu des champs inondés, ces bâtisses aux volets clos qui semblaient abandonnées, et je ne pouvais m'empêcher de faire le parallèle avec Simone. Elle aussi avait été une structure solide, pleine de vie, que j'avais méthodiquement isolée, dont j'avais fermé les volets un à un jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le silence. À la radio du voisin de siège, un flash d'information parlait d'une nouvelle réforme de la santé, des coupes budgétaires, de la déshumanisation des soins. J'ai eu un rire amer, silencieux. Il ne savait rien. Il parlait de système, de chiffres, de gestion. Il ne savait pas que le système était bâti sur des cadavres, sur des ambitions personnelles, sur des petites trahisons commises dans l'ombre des bureaux directoriaux. J'étais l'incarnation de ce système triomphant et je retournais vers les ruines que j'avais laissées derrière moi. Le train a commencé à ralentir. Les immeubles modernes de la Part-Dieu ont surgi du brouillard, gris et anguleux. Mon cœur s'est mis à battre plus fort, un rythme irrégulier, désagréable. J'avais peur. Pas de la mort, mais du jugement. Je descendais dans l'arène, mais cette fois, je n'avais ni ma blouse blanche, ni mon titre pour me protéger. Je n'étais qu'une civile, une retraitée, une coupable. Les portes se sont ouvertes avec un sifflement pneumatique. L'air de Lyon m'a frappé au visage, plus froid et plus humide qu'à Paris. C'était l'odeur de mon passé. J'ai marché sur le quai, mes pas résonnant sur le béton, me sentant minuscule au milieu de la foule pressée. Je cherchais la sortie, espérant me fondre dans l'anonymat, prendre un taxi et disparaître dans un hôtel jusqu'à la cérémonie. Mais il était là. Je l'ai repéré immédiatement, non pas parce que je le connaissais, mais parce qu'il était le seul point immobile dans ce fleuve de voyageurs. Il se tenait près des portiques, maigre, vêtu d'un blouson sombre trop grand pour lui, les mains enfoncées dans les poches. Il avait 25 ans. Peut-être moins, mais son visage portait les stigmates d'une vie qui avait commencé trop durement. Des cernes profonds creusaient ses yeux, une barbe de 3 jours mangeait ses joues. Il tenait un simple morceau de carton à la main, sur lequel était écrit au marqueur noir « Docteur Marchal », pas « Madame »,« Docteur », comme une accusation. Je me suis arrêtée un instant, le souffle coupé. Il ressemblait tellement à Simone. Il avait la même ligne de mâchoire, le même front haut. Mais là
où les yeux de Simone pétillaient de bienveillance, ceux de ce garçon étaient depuis de ténèbres. Il m'a vu. Il n'a pas souri. Il n'a pas fait un geste de bienvenue. Il m'a simplement fixé avec une intensité insoutenable, une haine froide et minérale qui m'a traversé de part en part. J'ai compris qu'il ne voyait pas une vieille dame respectable. Il voyait le monstre qui avait dévoré sa famille. J'ai rajusté mon manteau, levé le menton par réflexe, et je me suis avancée vers lui, vers ce juge en blouson noir qui m'attendait pour m'emmener en enfer. Le trajet vers le quartier de la Croix-Rousse s'est transformé en une épreuve d'endurance silencieuse. La voiture de Julien Renoir était une vieille carcasse qui sentait le tabac froid, l'essence et une odeur plus âcre, celle de la négligence et de la pauvreté. Je me tenais droite sur le siège passager usé, dont la mousse éventrée me rentrait dans le dos, serrant mon sac à main sur mes genoux comme un bouclier dérisoire. Dehors, la ville de Lyon défilait, grise et pluvieuse, mais à l'intérieur de l'habitacle, l'air était saturé d'une électricité statique, lourde de menaces. Julien conduisait avec une violence contenue. Ses mains crispaient le volant, ses jointures blanchissaient à chaque virage, et je sentais que sa colère n'était pas dirigée contre la circulation, mais contre l'intruse assise à sa droite. Il ne me regardait pas. Il fixait la route avec une intensité effrayante, comme s'il voulait transpercer le pare-brise par la seule force de sa haine. Le silence était devenu insupportable. C'était un silence qui jugeait, un vide rempli par tout ce qui n'avait pas été dit pendant 30 ans. J'ai senti le besoin impérieux, presque pathétique, de le briser. J'ai voulu jouer mon rôle, celui de la doyenne compatissante, de la femme sage qui vient apaiser les douleurs. J'ai tourné la tête vers lui, et j'ai commencé à murmurer des phrases toutes naines, toutes faites, ces mots polis et vides que l'on prononce dans les salons parisiens. Je lui ai dit que j'étais sincèrement navrée pour ce qui était arrivé à Margot, que c'était une tragédie de partir si jeune. La réaction a été immédiate et brutale. Julien a écrasé la pédale de frein, alors que nous étions encore au milieu de la montée des pentes. La voiture a pilé, me projetant vers l'avant, la ceinture de sécurité me sciant la clavicule. Il s'est tourné vers moi, et pour la première fois, j'ai vu le fond de ses yeux. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était du dégoût, une répulsion viscérale. Il m'a demandé d'une voix tremblante si j'étais vraiment désolée. Il a craché le mot comme s'il avait un goût de fiel. Il voulait savoir si ma pitié valait quelque chose, si elle pouvait changer le passé. Il m'a demandé si sa grand-mère avait reçu de la pitié, quand on l'avait chassé de l'hôpital comme un chien galeux, quand on lui avait arraché sa blouse et sa dignité pour une erreur qu'elles avaient payée de sa vie. Je suis restée muette, le souffle coupé par la violence de l'attaque. Il ne savait pas la vérité. Il pensait encore que Simone avait commis cette erreur fatale, mais sa perception de l'injustice était si aiguë qu'elle me brûlait. Il a repris sa route, mais les mots continuaient de couler, un flot ininterrompu d'accusations. Il ne me parlait pas, il me vomissait sa vie au visage. Il m'a raconté ce que les rapports officiels et les nécrologies ne disaient pas. Il m'a parlé de Simone après l'hôpital. Il m'a décrit une femme qui s'effondrait jour après jour, qui cherchait l'oubli au fond des bouteilles, parce qu'elle ne pouvait plus supporter son propre reflet. Il m'a parlé de sa mère, Margot, qui n'était qu'une enfant quand le scandale avait éclaté et qui avait grandi dans l'ombre d'une mère brisée, ramassant les morceaux, devenant l'adulte avant l'heure. Sa voix s'est brisée quand il a évoqué l'adolescence de Margot. Il m'a expliqué comment elle avait cherché à fuir cette douleur héréditaire, comment elle avait trouvé dans l'héroïne le seul anesthésiant capable de faire taire les fantômes de la famille Renoir. Il m'a dit qu'il était né là-dedans, dans ce chaos, fils d'une junkie et petit-fils d'une déchue. Il m'a dit qu'il avait passé son enfance dans des salles d'attente de services sociaux et des parloirs de prison, pendant que moi, je posais pour des magazines et recevais des médailles. Chaque mot était un coup de scalpel précis. J'ai réalisé avec horreur l'ampleur de mon crime. Je pensais avoir détruit une seule carrière, une seule rivale. Mais le mal s'était propagé comme une infection, contaminant le sang, traversant les générations. J'avais empoisonné l'arbre entier, Simone, Margot, et maintenant ce garçon, Julien, qui n'était qu'un bloc de fureur et de douleur. J'avais créé ce monstre de chagrin. Ma réussite, éclatante, était bâtie sur ce charnier. La voiture s'est finalement immobilisée dans une petite rue étroite de la Croix-Rousse, devant un immeuble ancien à la façade décrépie. La pluie battait contre les vitres, enfermant notre duo improbable dans une bulle grise. Julien a coupé le contact. Le silence est revenu, mais il était différent maintenant.
Il était lourd de cette vérité qu'il venait de me jeter et de celle, bien pire, que je gardais encore en moi. Il a plongé la main dans la poche de son blouson et en a sorti un petit objet rectangulaire. Il me l'a tendu sans me regarder, comme on se débarrasse d'un objet maudit. Il m'a dit que c'était Margot qui avait trouvé ça, qu'elle l'avait déniché parmi les rares affaires que Simone avait gardées jusqu'à la fin, dans une vieille boîte à chaussures qu'elle traînait de déménagement en déménagement. Il m'a dit que sa mère voulait que je l'aie. J'ai tendu une main hésitante et j'ai pris l'objet. C'était une cassette audio, une de ces vieilles cassettes à bande magnétique en plastique transparent jauni par le temps. Sur l'étiquette décollée, une écriture que je connaissais aussi bien que la mienne avait tracé quelques mots à l'encre bleue. Pour Claire, 1993. Simone. Mon cœur a raté un battement. 1993, 10 ans après le drame, l'année de sa mort. Julien ouvert sa portière, laissant entrer l'air glacial et le bruit de la pluie. Avant de sortir, il s'est tourné vers moi une dernière fois. Il m'a dit qu'il n'avait jamais écouté cette bande, que sa mère lui avait interdit de le faire, disant que c'était une conversation entre fantômes. Il a ajouté qu'il espérait que ce qu'il y avait dessus m'empêcherait de dormir jusqu'à la fin de mes jours. Puis il a claqué la portière, me laissant seule dans l'habitacle qui refroidissait, avec la voix morte de ma meilleure amie au creux de ma main. Je sentais le poids de la cassette, léger comme du plastique, lourd comme une sentence. Simone avait parlé, et après 30 ans, j'allais devoir l'écouter. La chambre d'hôtel que j'avais louée près de la gare de la Part-Dieu était un cube standardisé, aux murs peints d'un beige inoffensif et à la moquette synthétique qui absorbait le bruit de mes pas. C'était un lieu de passage, un non-lieu parfait pour ce que je m'apprêtais à faire. J'avais posé sur la table de chevet l'appareil que j'avais dû acheter en urgence dans une boutique d'électronique d'occasion, un vieux lecteur de cassettes gris encombrant, survivant d'une époque révolue. Il bourdonnait doucement, une fois branché sur le secteur, une vibration électrique qui semblait attendre son heure. Je me suis assise au bord du lit, le matelas trop mou s'affaissant sous mon poids. Dehors, la nuit était tombée sur Lyon, et les lumières de la ville formaient un halo orangé à travers les rideaux tirés. Mais je ne voyais rien. Mon univers s'était réduit à ce petit rectangle de plastique que Julien m'avait donné, la cassette. Mais mes mains tremblaient tellement qu'il m'a fallu 2 essais pour insérer la bande dans le logement du lecteur. J'ai entendu le cliquetis mécanique du ressort, un bruit sec, définitif, comme le chargement d'une arme. J'ai posé mon index sur la touche lecture. J'ai hésité. Je savais qu'une fois ce bouton enfoncé, il n'y aurait pas de retour en arrière. J'allais faire entrer un fantôme dans la pièce. J'ai appuyé. D'abord, il n'y a eu que le souffle. Ce bruit blanc caractéristique des enregistrements magnétiques, un sifflement continu qui ressemblait au bruit du vent dans un tunnel. J'ai retenu ma respiration, fixant les 2 bobines qui tournaient trop lentement. Hypnotique. Puis, elle a parlé. Sa voix a jailli du petit haut-parleur et j'ai dû porter la main à ma bouche pour étouffer un cri. Ce n'était pas la voix claire et chantante de la Simone de 1983, celle qui dirigeait son service avec une autorité joyeuse. C'était une voix éraillée, pâteuse, ralentie par quelque chose de lourd, l'alcool, la fatigue, le désespoir. Mais c'était indéniablement elle. Le timbre était là, cette chaleur brisée qui me tordait les entrailles. Elle a prononcé mon nom, Claire. Elle ne s'adressait pas à un public imaginaire ou à la postérité. Elle me parlait à moi, traversant 31 ans de silence pour venir me trouver dans cette chambre d'hôtel minable. Elle a donné la date, 12 septembre 1993, 2 semaines avant son suicide. J'écoutais, pétrifiée, alors qu'elle racontait qu'elle ne savait pas si j'entendrais un jour cet enregistrement, mais qu'elle devait le faire pour elle-même, pour mettre de l'ordre dans le chaos de sa tête avant la fin. On entendait le bruit d'un verre qu'on pose sur une table, le tintement des glaçons. Elle buvait. Elle buvait pour avoir le courage de me parler. Elle a commencé par dire qu'elle ne m'en voulait pas. C'était la première lame. Je m'attendais à des cris, à de la haine, à des malédictions. Je m'attendais à ce qu'elle me traite de monstre. Mais sa voix était douce, terriblement douce. Elle disait qu'elle avait compris, avec le temps. Elle disait qu'elle savait ce que j'avais fait. Mon sang s'est glacé. Elle savait. Elle expliquait calmement, avec une lucidité effrayante, malgré l'ivresse, qu'elle avait reconnu son écriture sur le rapport falsifié, mais qu'elle savait pertinemment qu'elle n'avait jamais écrit ces mots. Elle connaissait ses propres mains. Elle savait qu'elle n'avait
n'avait pas tremblé ce jour-là, qu'elle n'avait pas commis d'erreur de dosage. Elle avait compris tout de suite que seule une personne au monde connaissait assez bien son écriture et les procédures pour réaliser un faux aussi parfait. Moi, sa meilleure amie. Je me suis recroquevillée sur le lit, les genoux contre la poitrine. Elle savait depuis le début. Pendant toutes ces années où je construisais ma gloire, elle savait que j'étais le faussaire de sa destruction. Et elle s'était tue. Mais ce qui a suivi m'a anéanti bien plus sûrement que n'importe quelle accusation. La voix de Simone s'est faite plus confidentielle, presque chuchotée. Elle m'a révélé ce que personne ne savait, ce secret qu'elle avait emporté dans la tombe. Elle m'a raconté qu'en cet été 83, la veille de la commission qui allait la détruire, elle avait pris une décision. Elle était enceinte de 3 mois. Elle attendait un deuxième enfant, un enfant que le stress du scandale lui ferait perdre quelques semaines plus tard. Elle m'a dit qu'elle voulait se consacrer à sa famille et à la recherche. Elle m'a dit qu'elle avait prévu, le lendemain matin, d'annoncer son retrait de la compétition pour le poste de chef de service. Le souffle m'a manqué. J'avais l'impression de me noyer. Elle continuait, impitoyable de douceur. Elle disait qu'elle voulait que j'aie le poste. Elle pensait que je le méritais, que j'étais faite pour ça, pour la lutte, pour l'administration, alors qu'elle aspirait à autre chose. Elle allait me laisser la place. Sans combat, sans rancune. Elle m'a dit qu'elle pensait que nous étions des alliés, qu'elle croyait que je l'aimais assez pour qu'on puisse en discuter. Mais je n'avais pas posé la question. Je n'avais pas attendu. J'avais frappé la première, par peur, par jalousie aveugle, par anticipation d'une guerre qui n'existait que dans ma tête paranoïaque. J'avais abattu quelqu'un qui était déjà en train de baisser les armes pour m'embrasser. Le crime n'était pas seulement odieux, il était inutile. Il était absurde. J'avais détruit sa vie, tué son enfant à naître, brisé sa famille, et tout cela pour rien, pour un trône qu'elle m'aurait offert avec le sourire. Dans l'enregistrement, sa voix s'est brisée. On l'entendait pleurer doucement, des reniflements étouffés qui résonnaient comme des coups de tonnerre dans la chambre d'hôtel. Elle disait qu'elle avait pitié de moi. Elle disait que, pour être capable de faire une chose pareille à une amie, il fallait être habité par une peur immense, un vide terrifiant. Elle disait qu'elle préférait être à sa place, déchue et seule, plutôt qu'à la mienne, enfermée dans ma forteresse de mensonges. Elle disait qu'elle allait mourir libre, alors que j'étais condamnée à vivre avec mon secret. Elle a murmuré un adieu, pas un adieu théâtral, juste un murmure fatigué, comme si elle s'endormait. Puis, il y a eu un bruit violent, un choc sourd, le son du plastique heurtant le carrelage. Elle avait dû laisser tomber l'enregistreur. S'en est suivi un silence long, habité, où l'on entendait seulement le bruit lointain de la rue à travers la fenêtre ouverte de son appartement de 1993. Puis, le déclic final de la bande qui s'arrête. Le lecteur s'est tu. Je suis restée immobile, le silence de la chambre d'hôtel me pesant sur les épaules comme une chape de plomb. Je ne pleurais pas. J'étais au-delà des larmes. J'étais vide, curée de l'intérieur. Toutes mes justifications, tous mes « c'était la guerre, c'était nécessaire » venaient de partir en fumée. Il n'y avait pas eu de guerre, il n'y avait eu qu'une exécution sommaire. Je me suis levée difficilement, comme une femme de 100 ans, et je me suis dirigée vers le miroir de la coiffeuse. J'ai allumé la lumière crue au-dessus de la glace. J'ai regardé mon visage. J'ai cherché la grande doctoresse, la pionnière, la femme forte. Mais il n'y avait personne, juste une vieille femme aux yeux éteints, une enveloppe charnelle abritant une âme noire et ratatinée. Simone avait raison, c'était elle, la gagnante. Elle avait gardé son humanité jusqu'au bout, même dans la déchéance, même dans l'alcool. Elle avait su pardonner l'impardonnable. Moi, j'avais tout gagné, et je n'avais rien. J'étais la reine d'un royaume de cendres. J'ai éteint la lumière, préférant l'obscurité qui me ressemblait, et je suis restée assise dans le noir, écoutant le bourdonnement électrique du lecteur de cassette, seul témoin de ma damnation. Je n'ai pas dormi. La nuit s'est dissoute dans une aube grise et sale, et dès que la ville a commencé à s'éveiller, j'ai quitté l'hôtel. Mes pas m'ont porté instinctivement vers le seul endroit qui comptait encore, le théâtre de mon ascension et de mon crime. L'hôpital Édouard Herriot. En arrivant devant les grilles, j'ai eu un moment de vertige. Le bâtiment avait changé. Des façades de vachelas de verre et d'acier avaient poussé comme des greffes modelées
architecte moderne, sur le vieux corps de briques, masquant les cicatrices du passé sous une architecture de transparence et d'efficacité. Je suis passée devant l'accueil, saluée avec déférence, par des agents de sécurité qui reconnaissaient encore en moi la silhouette de la commandante, malgré ma retraite, malgré mes vêtements froissés. Mon badge, honorifique, fonctionnait toujours. J'étais chez moi, dans ce royaume que j'avais dirigé d'une main de fer, mais je ne montais pas vers les étages nobles de la chirurgie. Je descendais. L'ascenseur m'a emmené au niveau -2. Les portes se sont ouvertes sur un autre monde. Ici, pas de lumière naturelle, pas de design épuré. Seulement des couloirs de béton brut, éclairés par des néons jaunâtres qui grésillaient comme des insectes mourants. C'était le ventre de la bête, les archives centrales, là où l'institution digérait et oubliait ses erreurs. L'air était froid, imprégné d'une odeur douceâtre, de vieux papier, de poussière et de moisissure, l'odeur caractéristique de l'oubli administratif. Je me suis engagée dans le labyrinthe des rayonnages métalliques. Je n'avais pas besoin de plan. Je connaissais la logique de ce classement, car c'était moi qui l'avais instauré. Je cherchais l'année 1983, les allées se succédaient, silencieuses, oppressantes, bordées de milliers de boîtes en carton gris qui contenaient des vies brisées, des diagnostics fatals, des secrets médicaux. J'ai fini par trouver la section. Mes doigts ont couru sur les étiquettes manuscrites jusqu'à s'arrêter sur une boîte marquée d'une cote familière. Affaire Henri Dubois, juillet 83, j'ai tiré la boîte. Elle était lourde. Je l'ai posée sur une table métallique, dans un coin sombre de l'allée, et j'ai soulevé le couvercle. La poussière a dansé dans le faisceau du néon. Le dossier original était là. J'ai sorti les feuilles une à une. J'ai retrouvé ma contrefaçon. L'original, pas la copie que je gardais chez moi. Ici, sur ce papier à en-tête officiel de l'hôpital, mon crime paraissait encore plus réel. L'encre avait un peu pâli, mais la modification du dosage, ce 150 mg que j'avais inscrit en imitant la main de Simone, hurlait toujours sa fausseté à mon visage. J'ai relu le rapport d'expertise qui suivait, celui qui concluait à une négligence crasse et à un surdosage massif. C'était la pierre tombale de la carrière de Simone. Je voulais refermer la boîte, fuir, mais quelque chose a retenu mon attention. Une enveloppe Kraft, plus récente, glissée tout au fond du dossier, comme si on avait voulu qu'elle disparaisse, sans pour autant oser la détruire. Elle portait un cachet de la poste, daté de 1993. J'ai froncé les sourcils. 93, l'année de la mort de Simone, l'année de la cassette. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une lettre manuscrite, signée du docteur Perrin, l'anesthésiste qui était présent dans le bloc ce jour-là, un homme discret, effacé, qui avait quitté le service peu après le drame. J'ai commencé à lire et le sol s'est dérobé sous mes pieds une seconde fois. Perrin écrivait au directeur de l'hôpital, 10 ans après les faits. Il écrivait pour soulager sa conscience. Il expliquait qu'il avait suivi les avancées de la recherche sur les réactions aux anesthésiants. Il affirmait qu'après avoir relu ses notes personnelles et étudié des cas similaires, il avait acquis la certitude que Henri Dubois n'était pas mort d'un surdosage. Le patient avait fait une réaction rarissime, une hyperthermie maligne foudroyante déclenchée par une allergie non diagnostiquée à la succinylcholine. C'était un cas sur 1 million, une fatalité génétique. Les mots dansaient devant mes yeux. Perrin écrivait noir sur blanc que même avec le dosage standard, le patient serait mort. Il écrivait que Simone Renoir n'avait commis aucune erreur, que personne n'avait commis d'erreur. C'était un accident biologique, imprévisible, inévitable. J'ai lâché la lettre, elle a plané doucement jusqu'au sol de béton. L'ironie était atroce. J'avais falsifié le dossier pour faire croire à une erreur de dosage. Mais il n'y avait même pas eu d'erreur. Simone était doublement innocente. Elle n'avait pas écrit le mauvais chiffre et ce chiffre n'avait même pas été la cause de la mort. J'avais fabriqué une coupable pour un crime qui n'existait pas. Et cette lettre, elle avait été reçue. Elle avait été classée. L'administration savait. En 93, alors que j'étais déjà chef de service toute puissante, quelqu'un avait lu cette lettre et avait décidé de l'enterrer ici, au fond d'une boîte, pour ne pas rouvrir le scandale, pour ne pas éclabousser la réputation de l'hôpital ou remettre en cause ma direction. J'ai eu envie de hurler. J'avais détruit mon ami pour une illusion de compétence, alors que le destin l'avait déjà acquitté. Soudain, un bruit a brisé le silence sépulcral des archives. Un frottement.
le son caractéristique d'une semelle en caoutchouc sur le béton, je me suis figée. J'ai relevé la tête, le cœur battant à tout rompre. Au bout de l'allée, dans la pénombre, une silhouette se tenait immobile. Ce n'était pas un agent de sécurité, c'était une femme, petite, voûtée, portant une blouse blanche d'un autre temps, trop grande pour ses épaules maigres. Elle s'est avancée lentement dans la lumière du néon. J'ai reconnu ce visage, ravagé par la maladie et les années, mais dont les yeux avaient gardé leur acuité impitoyable. Brigitte Lavoie, l'infirmière de bloc opératoire de Simone, celle qui nous passait les instruments. Celle qui était là quand le cœur de Dubois s'était arrêté. Elle me regardait sans surprise, comme si elle m'attendait depuis 40 ans. Sa voix, rendue rocailleuse par le tabac et l'âge, a résonné entre les rayonnages métalliques, faisant vibrer la poussière. Elle a dit qu'elle se doutait que je finirais par venir. Elle a dit qu'elle pensait que j'étais morte, ou que j'avais oublié, mais que les fantômes finissent toujours par avoir faim. Je me suis sentie nue, prise au piège. Je tenais encore la main sur le dossier falsifié, la main dans le sac. Brigitte a fait un pas de plus. Elle a regardé la boîte ouverte, puis elle a planté son regard dans le mien. Elle a souri, un sourire triste et dépourvu de chaleur. Elle m'a demandé si je cherchais l'absolution. Elle m'a dit que j'arrivais trop tard, que Simone était morte, que Margot était morte, que j'avais gagné la guerre, mais qu'il ne restait personne pour signer l'armistice. Je voulais lui demander ce qu'elle savait, mais je n'ai pas eu besoin de parler. Dans ses yeux, j'ai lu qu'elle savait tout, elle avait vu, elle s'était tue, et aujourd'hui, elle était là pour me tendre le miroir final. Nous sommes remontés à la surface, comme deux plongeuses en manque d'air, quittant les limbes de béton des archives pour nous échouer dans l'ancienne cafétéria du personnel, une aile du bâtiment que la modernisation n'avait pas encore touchée. L'endroit sentait la soupe fade, le café brûlé et ce désinfectant citronné qui imprègne les murs des hôpitaux depuis un siècle. Nous nous sommes assises à une table en formica écaillée, près d'une fenêtre donnant sur une cour intérieure grise. Brigitte Lavoie s'est laissée tomber sur sa chaise avec la lourdeur de ceux qui portent leur propre mort en eux. Sous la lumière crue du jour, son visage apparaissait dans toute sa dévastation. La peau jaunie par la chimiothérapie, les cheveux clairsemés, les mains déformées par l'arthrose. Elle avait 72 ans, mais elle en paraissait 90. Elle a posé ses mains à plat sur la table et m'a fixée. Il n'y avait pas de café entre nous, pas de politesse, seulement le poids écrasant de 40 années de silence. J'ai brisé la glace en premier, poussée par une nécessité qui me brûlait la gorge. Je lui ai demandé, sans détour, si elle savait ce que j'avais fait. Je voulais entendre les mots. Je voulais qu'elle valide ma monstruosité pour qu'elle devienne réelle. Brigitte a eu un petit rire sec, une toux qui ressemblait à un craquement de branches mortes. Elle m'a répondu qu'elle n'avait pas besoin de deviner, parce qu'elle avait vu. Le monde s'est figé autour de moi. Elle a commencé à raconter, sa voix basse se mêlant au bourdonnement des réfrigérateurs. Elle m'a décrit la nuit précédant la commission de discipline, en août 83. Elle faisait une garde de nuit. Elle m'a raconté comment elle m'avait vu sortir du bureau du directeur, alors que le couloir était plongé dans la pénombre. Elle a décrit ma silhouette, ma façon de marcher, rapide, nerveuse, serrant contre ma poitrine le dossier médical bleu d'Henri Dubois. Elle a dit qu'elle avait vu mon visage quand je suis passée sous la lumière de secours. Elle a dit que je n'avais pas l'air coupable, mais déterminée, possédée. Je l'écoutais et je revoyais la scène à travers ses yeux. J'avais cru être invisible, mais j'avais eu un témoin. J'ai alors posé la question qui me hantait. Pourquoi n'avait-elle rien dit? Pourquoi avait-elle laissé Simone couler alors qu'elle tenait la vérité entre ses mains? Sa réponse a été une gifle à mon orgueil. Elle ne m'a pas parlé de loyauté ou de doute. Elle m'a parlé de peur. Elle m'a expliqué qu'à l'époque, j'étais déjà une force de la nature, l'étoile montante, la favorite de l'administration. Elle n'était qu'une infirmière de bloc, une main-d'œuvre remplaçable, une voix sans importance dans la hiérarchie rigide de l'hôpital. Elle m'a dit qu'elle avait eu peur que je la brise, comme j'avais brisé Simone. Elle m'a avoué qu'elle avait choisi sa sécurité, son salaire, sa petite vie tranquille, plutôt que la justice. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que j'étais terrifiante à l'époque, une machine de guerre sans état d'âme, et que personne n'aurait osé se mettre en travers de ma route. J'ai encaissé le coup. Je pensais avoir été respectée pour mon talent. Je découvrais que j'avais été crainte pour ma cruauté potentielle. J'avais régné par la terreur avant même d'avoir la couronne. Brigitte a continué, impitoyable. Elle m'a raconté l'après, ce que je n'avais jamais voulu voir. Elle m'a dit
qu'après le renvoi de Simone, elle avait essayé de la contacter. Elle l'avait appelée plusieurs fois, rongée par la culpabilité. Mais Simone ne répondait plus. Brigitte avait entendu les rumeurs, celles qui couraient dans les couloirs comme une maladie. On disait que Simone buvait dès le matin. On disait que son mari était parti avec la petite Margot parce qu'il avait peur qu'elle ne mette le feu à la maison. On disait qu'elle était devenue une épave. Brigitte a confessé qu'elle avait voulu parler. Elle avait voulu aller voir le Conseil de l'ordre, crier la vérité. Mais à ce moment-là, j'étais déjà nommée chef de service. J'étais intouchable. Elle s'était convaincue que sa parole contre la mienne ne pèserait rien, qu'elle serait licenciée pour diffamation. Alors elle s'était tue. Elle avait avalé sa honte, jour après jour, année après année, jusqu'à ce que cela devienne un cancer qui la rongeait qu'aujourd'hui de l'intérieur. Elle s'est tue un instant, reprenant son souffle sifflant, puis elle a ajouté qu'il y avait une dernière chose que je devais savoir, la chose la plus importante. Elle m'a raconté la visite de Simone. C'était une semaine avant son suicide, en septembre 93. Simone était venue l'attendre à la sortie de l'hôpital. Brigitte m'a décrit une femme méconnaissable, amaigrie, flottant dans des vêtements trop grands, les mains tremblantes. Elles étaient allées nous boire un café, peut-être à cette même table où nous étions assises. Brigitte lui avait tout avoué ce jour-là. Elle avait pleuré, demandé pardon pour son silence. Elle avait dit à Simone qu'elle savait que c'était moi, Claire, qui avait tout manigancé. Elle s'attendait à ce que Simone explose de rage, qu'elle veuille se venger, qu'elle demande de l'aide pour me détruire. Mais Simone avait secoué la tête. Brigitte a planté ses yeux dans les miens et sa voix s'est faite plus douce, plus cruelle. Elle m'a rapporté les paroles exactes de Simone. Elle m'a dit que Simone ne m'en voulait pas, qu'elle avait dit « Je ne hais pas Claire ». Elle a agi par peur. Elle avait tellement peur d'être la seconde, d'être moins aimée que moi. C'est une maladie, Brigitte. L'ambition est une maladie plus grave que l'alcoolisme. J'ai senti mes entrailles se tordre. Simone m'avait diagnostiquée. Elle avait vu ma pathologie. Brigitte a ajouté la phrase finale, celle qui m'a achevée. Simone lui avait dit « Je la plains, je vais mourir, mais je suis en paix avec ce que je suis. Elle va devoir vivre toute sa vie en sachant qu'elle est une imposture. C'est elle qui est en prison, pas moi. » Brigitte s'est levée lentement, s'appuyant sur la table pour redresser son corps malade. Elle a lissé sa blouse imaginaire. Elle m'a dit qu'elle allait prendre sa retraite dans 2 semaines, qu'elle allait mourir bientôt, et qu'elle était contente de s'être enfin débarrassée de ce fardeau. Elle m'a laissée là, seule au milieu de la cafétéria vide. Je suis restée assise, pétrifiée. Je pensais que le pire était d'être haïe. Je découvrais qu'il y avait pire, être plainte par sa victime. Simone ne m'avait pas vue comme une rivale puissante, mais comme une femme faible, effrayée, pathétique. Ma gloire, mes médailles, mon autorité, tout cela n'était qu'un déguisement qu'elle avait percé à jour 10 ans avant sa mort. J'ai regardé mes mains posées sur le formica. Elles n'étaient plus les mains d'un grand chirurgien. C'étaient les mains d'une voleuse qui avait dérobé une vie parce qu'elle ne supportait pas la lumière de l'autre. Et le plus terrible, c'était que tout le monde savait. Brigitte savait, Julien savait, Simone savait. J'étais la seule à avoir cru à mon propre mensonge. J'ai quitté la cafétéria comme une somnambule, errant dans les couloirs de cet hôpital qui avait été mon royaume et qui n'était plus qu'un labyrinthe étranger. L'architecture avait changé. Le linoléum vert d'autrefois avait laissé place à des sols blancs et brillants. L'odeur d'éther et de tabac froid avait disparu au profit d'une asepsie parfaite, saturée de gel hydroalcoolique. Je marchais parmi les fantômes, croisant des jeunes internes qui couraient, stéthoscope au cou, les yeux rivés sur leurs tablettes, indifférents à la vieille dame qui traînait sa culpabilité le long des murs. Mes pas m'ont conduite inéluctablement vers l'aile administrative, devant la grande salle de conférence où se jouaient désormais les destins des carrières médicales. Je savais ce que j'allais y trouver. Je l'avais fait installer moi-même, il y a près de 30 ans. Je me suis arrêtée devant le mur d'honneur. Au centre, vissée dans le marbre, une plaque de laiton poli renvoyait mon propre reflet déformé. Les lettres gravées en noir annonçaient solennellement « Prix Simone Renoir pour l'excellence en chirurgie cardiaque », fondé en 1995 par le docteur Claire Marchal. Sous l'inscription, il y avait une photographie encadrée, c'était Simone. Pas la Simone brisée de la faim, mais la Simone solaire de 1983, figée dans l'éternité de sa trentaine, souriant à un avenir qui ne viendrait jamais. Je suis restée là, pétrifiée, à contempler mon œuvre la plus cynique.
J'avais créé ce prix 2 ans après son suicide. À l'époque, je m'étais dit que c'était pour honorer sa mémoire, pour racheter une part de ma faute. Je m'étais menti. En réalité, j'avais érigé ce monument pour sceller le sarcophage. En la transformant en icône, en sainte patronne de l'excellence, je m'assurais que personne n'irait fouiller dans la boue de son renvoi. J'avais acheté ma conscience avec une plaque de cuivre. J'ai levé la main et j'ai effleuré le métal froid. Le contact a agi comme un détonateur, faisant exploser le présent pour me projeter 40 ans en arrière, dans la nuit précise où j'avais basculé. C'était une nuit d'août, lourde et orageuse. J'étais seule dans l'hôpital désert. J'avais les clés du bureau du directeur, un privilège que j'avais obtenu en tant qu'adjointe zélée. Je me revoyais entrer dans cette pièce vaste qui sentait le cigare et le vieux cuir. Je n'avais pas allumé la lumière principale, seulement la lampe de bureau, créant un îlot de clarté jaune au milieu des ténèbres. Le dossier du patient Henri Dubois était posé là, en attente de la commission du lendemain. Je me suis revue m'asseoir dans le fauteuil du directeur. Mes mains ne tremblaient pas. J'avais passé la semaine précédente à m'entraîner chez moi, noircissant des pages entières pour copier la boucle des L et la barre des T de Simone. J'ai sorti mon propre stylo, une plume à l'encre bleue identique à celle qu'elle utilisait. J'ai ouvert le dossier à la page de l'anesthésie. Le geste a été rapide, chirurgical. J'ai trouvé la ligne où elle avait noté l'administration de succinylcholine, 50 mg, le dosage correct. D'un trait sûr, j'ai ajouté un 1 devant le 50, 150 mg, une dose mortelle, une erreur de débutante. Puis, pour verrouiller le piège, j'ai ajouté une phrase en dessous imitant le rythme de son écriture nerveuse. Patient stable, aucune réaction notable. C'était le mensonge de trop, la preuve qu'elle n'avait pas surveillé son malade. Je me rappelais la sensation physique de l'encre pénétrant le papier. Ce n'était pas seulement de l'écriture, c'était un meurtre. À cet instant précis, dans le silence feutré du bureau, j'avais tué Simone Renoir aussi sûrement que si je lui avais tranché la gorge. J'avais refermé le dossier, éteint la lampe et quitté la pièce, laissant le poison faire son œuvre. Le souvenir de la commission, le lendemain matin, m'est revenu avec une violence inouïe. La grande table ovale, les visages fermés des hommes du conseil, et Simone. Simone qui, lorsqu'on lui a présenté le document, a d'abord froncé les sourcils, incrédule. Puis son cri, ce cri d'animal blessé quand elle a vu l'écriture. Elle a hurlé que ce n'était pas elle, qu'elle n'avait jamais écrit ça. Mais les experts graphologues étaient informels. C'était sa main. C'était sa signature. Je me tenais au fond de la salle, silencieuse, le visage impassible alors qu'elle me cherchait du regard, implorant mon soutien. Et je n'avais rien dit. J'avais laissé la machine administrative la broyer. Une voix dans mon dos m'a arraché à l'enfer de ma mémoire. Je me suis retournée brusquement, le cœur au bord des lèvres. Une jeune femme se tenait là, portant une blouse blanche impeccable et des lunettes à monture fine. Elle devait avoir 30 ans. L'âge de Simone et le mien à l'époque. Sur sa poitrine, un badge indiquait « Dr Lise Taverne, chirurgie cardiaque ». Elle m'a souri avec déférence, mais sans me reconnaître vraiment. Elle a vu que je regardais la plaque et elle s'est approchée, les yeux brillants d'admiration. Elle m'a dit, avec une ferveur touchante, qu'elle était la lauréate du prix Renoir 2023. Elle m'a expliqué que Simone Renoir était son modèle absolu, la raison pour laquelle elle avait choisi cette spécialité. J'ai senti un goût de cendre dans ma bouche. Cette jeune femme admirait un fantôme que j'avais fabriqué. Elle a continué, intarissable. Elle m'a dit qu'elle avait lu tout ce qu'elle pouvait sur Simone, mais qu'il restait si peu de traces. Elle m'a confié qu'elle aurait donné n'importe quoi pour savoir quelle femme elle était vraiment, pour comprendre comment on pouvait être aussi brillante et finir aussi tragiquement. Elle parlait de Simone comme d'une martyre de la médecine, une Icare qui s'était brûlé les ailes par excès de génie. Elle ne savait pas que la vérité était bien plus sale. Elle ne savait pas qu'elle parlait à l'assassin. J'ai voulu lui dire. J'ai voulu lui crier que son idole n'était pas morte d'une erreur médicale, mais d'une trahison amicale. J'ai voulu lui dire que le prix qu'elle arborait fièrement sur son CV portait le nom d'une femme que j'avais poussée au suicide. Mais les mots sont restés bloqués dans ma gorge. Lise Taverne a regardé sa montre, s'est excusée de devoir retourner au bloc et m'a souhaité une bonne journée. Elle est partie d'un pas énergique, ses talons claquant sur le sol blanc, emportant avec elle son admiration pour un mensonge. Je suis restée seule face à la plaque. La photo de Simone continuait de sourire. J'ai compris alors l'ampleur de ma malédiction.
J'avais voulu effacer Simone, et j'avais fini par la transformer en légende. Mais c'était une légende, bâtie sur du vide. Chaque année, une nouvelle jeune femme brillante recevait ce prix, perpétuant sans le savoir le cycle de mon hypocrisie. Ce n'était pas un hommage, c'était une insulte répétée, année après année, gravée dans le laiton, et j'étais la seule à entendre le rire silencieux et triste de Simone résonner dans les couloirs vides. De retour dans ma chambre d'hôtel, j'ai eu l'impression d'entrer dans une cellule de condamnés à mort, l'une de ces pièces neutres et sans âme où l'on passe ces dernières heures à faire le bilan d'une vie gâchée. Il était tard, la ville de Lyon s'était tue, mais le silence dans ma tête était un hurlement continu. J'ai repoussé les draps froids, incapable de m'allonger, incapable de fermer les yeux. J'avais besoin d'expulser le poison qui circulait dans mes veines depuis 40 ans. Je me suis installée au petit bureau, sous la lumière jaunâtre de la lampe de chevet. J'ai pris une feuille de papier à en-tête de l'hôtel et un stylo à billes bon marché que j'avais trouvé dans mon sac. Mes mains, ces instruments de précision dont j'avais été si fière, étaient devenus deux choses étrangères, parcourues de tremblements incontrôlables. L'arthrose n'y était pour rien, c'était la peur nue de voir la vérité s'inscrire noir sur blanc. J'ai commencé à écrire. Pas un testament, non, une confession. Je n'arrivais pas à former les lettres correctement. Mon écriture, jadis si ferme et impérieuse sur les ordonnances, ressemblait maintenant à celle d'une enfant effrayée ou d'une vieillarde sénile. J'écrivais pour moi-même, ou peut-être pour le fantôme qui me regardait depuis le coin sombre de la pièce. J'ai écrit que je m'étais menti toute ma vie. C'était la première phrase, et elle m'a coûté un effort surhumain. Pendant 4 décennies, je m'étais raconté une histoire héroïque pour justifier l'injustifiable. Je m'étais répété chaque matin, en me maquillant devant le miroir, que ce que j'avais fait était une nécessité historique. Je me disais que nous étions en 1983, que le monde médical était une citadelle misogyne, une armée d'hommes gris qui ne voulaient pas de nous. Je me disais que, pour survivre dans cette jungle, une femme devait tuer la part de douceur en elle, qu'elle devait devenir plus féroce que les loups. Je m'étais convaincue que j'avais sacrifié Simone sur l'autel de la cause féministe, que ma réussite avait ouvert la porte à des milliers d'autres femmes. J'ai regardé les mots sur le papier. C'était faux. C'était une belle construction intellectuelle, un bouclier idéologique, mais c'était faux. J'ai continué à écrire, grattant le papier jusqu'à le déchirer. La vérité, c'était que je n'avais pas combattu le système. J'étais devenue le système. J'avais adopté ses codes les plus vils, sa brutalité, son cynisme. Je n'avais pas brisé le plafond de verre. Je l'avais renforcé avec les ossements de ma meilleure amie pour pouvoir marcher dessus. Les hommes du conseil d'administration ne m'avaient pas accepté parce que j'étais une révolutionnaire. Ils m'avaient accepté parce qu'ils avaient reconnu en moi leur propre reflet. Une ambition dévorante, prête à tout écraser pour un titre. J'étais devenue l'un d'eux, pire qu'eux peut-être, car j'avais trahi ma propre sœur d'armes. J'ai posé le stylo un instant, le souffle court. J'ai pensé à tous ces patients de custom que j'avais sauvés. 30 années de service, des milliers de cœurs réparés, des milliers de familles rassurées. J'avais été un grand médecin, techniquement parlant. J'avais innové, j'avais formé des équipes brillantes. Sur la balance cosmique, ces milliers de vies ne devraient-elles pas peser plus lourd qu'une seule vie détruite? C'était le calcul que je faisais depuis toujours. Une arithmétique morale monstrueuse. Mais ce soir, dans cette chambre d'hôtel, l'équation ne fonctionnait plus. Parce que je savais, au fond de moi, que Simone aurait sauvé autant de vies. Peut-être plus. Et elle l'aurait fait différemment. Elle l'aurait fait avec une humanité que je n'avais jamais possédée. Elle soignait les âmes en même temps que les corps, alors que moi, je ne réparais que la plomberie. J'avais privé le monde d'un médecin exceptionnel pour imposer un technicien surdoué. C'est alors que le souvenir le plus douloureux est remonté, celui que j'avais le plus profondément enfoui sous les strates de ma mémoire sélective. C'était la clé de voûte de ma culpabilité. Je me suis revue en juillet 83, la veille de la mort du patient Dubois. Nous déjeunions ensemble, Simone et moi, sur la terrasse d'un petit bistrot près de la place Bellecour. Il faisait beau, un soleil insolent qui faisait briller les verres. Simone était rayonnante. Elle avait commandé une eau minérale, ce qui m'avait surprise, elle qui aimait le vin. Elle s'était penchée vers moi, par-dessus la nappe à carreaux, et elle m'avait pris les mains. Sa peau était chaude,
vivante. Ses yeux brillaient de larmes de joie. Elle m'avait annoncé qu'elle était enceinte. 3 mois, elle et son mari essayaient depuis longtemps, c'était un miracle. Et puis, elle avait dit les mots qui rendaient mon crime totalement absurde. Elle m'avait dit, avec un sourire serein, qu'elle allait se retirer de la course au poste de chef de service. Elle m'avait expliqué qu'elle voulait ralentir, qu'elle voulait se consacrer à la recherche clinique, un poste moins exposé, moins politique, qui lui permettrait d'élever ses enfants et d'être heureuse. Elle m'avait dit qu'elle avait déjà rédigé sa lettre de désistement pour le directeur. Elle comptait la donner le lundi suivant. Elle m'avait serré les doigts et m'avait dit que le poste était à moi, qu'elle était heureuse que ce soit moi, que je le méritais. Dans ma chambre d'hôtel, j'ai laissé échapper un sanglot rauque. J'avais oublié. J'avais volontairement effacé ce détail. Je n'avais pas besoin de la détruire pour obtenir le poste. La voie était libre. Elle me l'offrait sur un plateau d'argent. Pourquoi alors ? Pourquoi avais-je falsifié ce dossier le lendemain soir ? Pourquoi avais-je exécuté une femme qui se rendait ? J'ai forcé ma main à écrire la réponse. La vérité la plus laide, la plus noire qui soit. Je ne l'avais pas tuée pour le poste. Je l'avais tuée parce que je ne supportais pas sa lumière. Ce jour-là, au restaurant, en la voyant si heureuse de renoncer au pouvoir pour choisir la vie, j'avais ressenti une jalousie si violente qu'elle m'avait donné la nausée. Elle était plus forte que moi. Même en abandonnant, elle me surpassait. Elle avait quelque chose que je n'aurais jamais, la plénitude. Elle n'avait pas besoin du titre de chef pour exister. Moi, sans ce titre, je n'étais rien, une coquille vide. J'avais compris à cet instant que si je la laissais partir dignement, elle resterait à jamais mon supérieur moral. Je serais la chef de service, mais elle serait la femme heureuse, aimée, épanouie. Je ne pouvais pas supporter cette image, je devais la salir. Je devais la briser pour me prouver que son bonheur était une faiblesse, que sa gentillesse était une incompétence. Je voulais qu'elle tombe plus bas que terre pour que je puisse me sentir grande. C'était ça, mon crime. Ce n'était pas de l'ambition professionnelle, c'était de la haine pure, la haine du médiocre pour le sublime, la haine de l'ombre pour la lumière. J'avais tué l'amitié parce qu'elle me renvoyait l'image de ma propre solitude glacée. J'ai terminé la lettre. La dernière phrase était une promesse tremblante. Je ne mérite pas le pardon, mais je dois dire la vérité. Demain, aux funérailles de Margot, je dirai à tous qui je suis réellement. J'ai signé Claire Marchal. Pas docteur, juste Claire, la femme qui n'existait plus. J'ai plié la feuille, j'étais épuisée, vidée, comme si je venais de subir une opération à cœur ouvert sans anesthésie. Je n'ai pas eu la force de me déshabiller. Je me suis allongée sur le lit, tout habillée, recroquevillée en position fétale. Le sommeil est venu, lourd, noir, peuplé de démons. Et puis, le rêve a commencé. J'étais de retour dans le couloir de l'hôpital. Mais ce n'était pas le couloir froid de mes souvenirs. Il était baigné d'une lumière blanche, aveuglante. Au bout du couloir, elle était là. Simone. Pas la Simone déchue, bouffie par l'alcool. Pas la Simone morte. C'était la Simone de ce déjeuner de juillet 83. Elle portait sa robe d'été. Elle avait les mains posées sur son ventre arrondi, protégeant la vie qui grandissait en elle. Elle ne souriait pas, elle ne pleurait pas. Elle me regardait simplement, avec une intensité insoutenable. Elle ne disait rien, mais son silence était plus bruyant que toutes les accusations. Elle me regardait comme on regarde une énigme ou une catastrophe naturelle. Elle attendait. Je me suis réveillée en sursaut, le cœur battant à tout rompre, la sueur collant mes vêtements à ma peau. Il faisait jour, c'était le matin des funérailles. Le matin où le mensonge allait enfin mourir. Le matin des funérailles avait la couleur d'un hématome, un mélange de gris, violacé et de jaune sale qui pesait sur les toits de Lyon. Je me suis rendue à l'adresse indiquée par Julien, un petit appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble ancien de la Croix-Rousse, là où les pentes sont raides et où les canutes tissaient jadis la soie. J'avais mis ma tenue de deuil, ce tailleur noir impeccable qui m'avait servi pour tant d'enterrements officiels, mais aujourd'hui, il me semblait être un déguisement grotesque. En franchissant le seuil, j'ai été frappée par l'étroitesse des lieux. L'appartement était sombre, encombré, saturé d'une odeur de tabac froid et de vieilles pierres humides. Une dizaine de personnes étaient déjà là, des visages inconnus, marqués par la fatigue et la précarité, les amis de l'ombre de Margot, ceux qui avaient partagé ses galères et ses rechutes. Ils m'ont regardé entrer avec méfiance, reconnaissant en moi l'intruse, la bourgeoise venue des beaux quartiers pour s'encanailler dans le malheur des autres.
Julien était au fond de la pièce. Il portait un costume noir trop grand pour lui, sans doute acheté la veille dans une friperie. Il m'a vu, il n'a pas bougé. Il m'a simplement indiqué d'un signe de tête sec que je pouvais entrer, précisant d'une voix neutre que la cérémonie ne débuterait que dans 1 heure. Je me sentais étouffée. Les regards pesaient sur moi comme des pierres. J'ai cherché une échappatoire, un endroit où je pourrais respirer avant l'épreuve publique. J'ai demandé à Julien, presque à voix basse, si je pouvais voir la chambre de sa mère. Il a eu un moment d'hésitation. Son regard a vacillé entre la colère et l'indifférence. Puis, il a haussé les épaules, me disant que la porte était au fond du couloir et que cela n'avait plus d'importance de toute façon. Je me suis éloignée du salon, longeant un couloir étroit où le papier peint se décollait par endroits. J'ai poussé la porte. La chambre de Margot Renoir était un mausolée de chaos. C'était l'antithèse absolue de mon appartement parisien. Ici, tout débordait. Des cartons de vêtements s'empilaient contre les murs, des livres s'entassaient sur le sol, des boîtes à chaussures éventrées laissaient échapper des souvenirs en vrac. Il y avait une odeur persistante, un mélange de parfums bon marché, de poussière et de quelque chose de plus âcre, peut-être l'odeur de la maladie ou de la drogue. C'était la chambre d'une femme qui avait passé sa vie à fuir et à chercher, sans jamais trouver le repos. Je suis entrée lentement, comme si je violais une sépulture. Je ne savais pas ce que je cherchais, une trace de Simone, une explication à la dérive de Margot, ou peut-être simplement ma propre punition. Mes yeux se sont posés sur une table de chevet encombrée de flacons, de médicaments vides. Au milieu de ce désastre pharmacologique, il y avait un carnet, un simple cahier à spirale, à la couverture cartonnée noire. Il semblait récent. J'ai tendu la main. J'ai ouvert le carnet au hasard. L'écriture de Margot était chaotique, hachée, pleine de ratures rageuses. Je lisais des fragments de pensée, des listes de choses à faire jamais accomplies, des cris de détresse jetés sur le papier à 3 heures du matin. Et puis, je suis tombée sur la dernière page écrite, datée de 3 jours avant sa mort. Elle y racontait qu'elle avait fouillé une dernière fois dans les affaires de sa grand-mère, dans cette fameuse malle que Simone traînait partout comme un boulet. Elle écrivait qu'elle avait trouvé une lettre écrite en 1993, glissée dans la doublure d'un vieux sac à main, une lettre que Simone avait écrite mais n'avait jamais eu la force de poster. Margot notait qu'elle allait me l'envoyer pour que je sache enfin que sa grand-mère m'avait pardonné, même si elle, Margot, ne me pardonnerait jamais. J'ai tourné la page, les mains tremblantes. Scotché sur le papier du cahier, il y avait une photocopie pliée en 4. L'original avait dû être posté et perdu par la poste, ou peut-être arrivait-il à Paris en ce moment même. Mais Margot avait gardé cette trace. J'ai reconnu l'écriture immédiatement. Ces boucles, ces pleins et ces déliés que j'avais passé des nuits à imiter. C'était la main de Simone, la vraie. J'ai commencé à lire et le sol s'est ouvert sous mes pieds. La lettre commençait par mon prénom. Simone écrivait qu'elle savait ce que j'avais fait. Elle expliquait qu'elle avait retrouvé son propre journal intime de l'époque, celui où elle notait scrupuleusement le déroulé de ses opérations pour se rassurer. Elle avait comparé ses notes avec le dossier officiel falsifié. Elle avait vu les différences. Elle avait vu mon crime. Elle écrivait que ma contrefaçon était techniquement parfaite, mais qu'elle avait reconnu ma marque, cette rigidité, cette froideur clinique qui n'appartenait qu'à moi. Je lisais, le souffle coupé. Elle aurait pu aller voir la police. Elle avait la preuve, son journal contre mon faux. Elle aurait pu me détruire, m'envoyer en prison, récupérer sa carrière et son honneur. Mais la suite de la lettre était insoutenable. Elle écrivait qu'elle avait choisi de ne rien faire. Elle me demandait si je voulais savoir pourquoi. La réponse tenait en quelques lignes qui m'ont brûlé les rétines. Elle disait qu'en découvrant ma trahison, elle n'avait pas ressenti de colère, mais une immense tristesse. Elle avait compris que, pour en arriver là, pour trahir sa seule amie de cette façon, je devais être terrifiée. Elle écrivait que j'avais peur d'être la seconde, peur de l'ombre, peur de ne pas être aimée. Elle disait que cette peur était une prison bien pire que celle où elle vivait. Elle m'écrivait qu'elle me libérait. Elle me disait de vivre, de prendre ce poste pour lequel j'avais tué notre amitié et d'être un bon médecin. Elle me demandait de sauver des vies à sa place, puisque je l'avais empêchée de le faire. Elle écrivait qu'elle ne me considérait pas comme une ennemie, car pour avoir un ennemi, il faut un combat d'égal à égal. Et elle voyait bien que je n'étais qu'une enfant effrayée déguisée en bourreau. Elle concluait en disant adieu. Elle écrivait
que j'avais sans doute gagné une carrière, mais que j'avais perdu mon âme, et qu'elle espérait que l'échange en valait la peine. Et puis, il y avait ce post-scriptum, terrible, prophétique. Elle précisait que si elle mettait fin à ses jours, ce ne serait pas à cause de moi. Elle ne me donnait pas ce pouvoir. Elle écrivait qu'elle partait parce qu'elle ne pouvait plus supporter de se voir devenir faible, de se voir devenir l'ombre d'elle-même, cette chose tremblante et alcoolisée qu'elle voyait dans le miroir. Elle partait par orgueil, le même orgueil qui m'avait poussée à la trahir. J'ai lâché le cahier. Il est tombé sur le sol jonché de vêtements sales avec un bruit mat. Je suis tombée à genoux. Mes jambes ne me portaient non plus. Je n'avais plus d'air. Ce n'était pas un pardon religieux, bienveillant. C'était un pardon qui anéantissait. Simone m'avait vue telle que j'étais réellement, petite, médiocre, terrorisée. Elle ne m'avait pas dénoncée parce qu'elle me trouvait pitoyable. Toute ma vie, toute cette forteresse de gloire, ces médailles, ces titres, tout cela reposait sur la pitié d'une femme que j'avais cru vaincue. Je me suis mise à pleurer, non pas des larmes discrètes de dame patronnesse, mais des sanglots laids, convulsifs, qui me déchiraient la gorge. Je pleurais sur la ruine totale de mon existence. J'avais cru être le loup, le prédateur, mais je n'étais que le charognard. Un bruit de pas a résonné dans le couloir. Lourd, rapide. J'ai essayé de me relever, de composer un visage, mais c'était trop tard. La porte s'est ouverte en grand. Julien se tenait dans l'encadrement, sa silhouette noire se découpant sur la lumière du couloir. Il a vu le cahier par terre. Il a vu mon visage ravagé, mon mascara coulant sur mes joues, ma posture brisée à même le sol. Il n'a pas posé de questions. Il a regardé la page ouverte du cahier, puis il m'a fixé. Son expression a changé. La haine pure a laissé place à quelque chose de plus complexe, une sorte de satisfaction amère. Il a compris que le fantôme de sa grand-mère venait enfin de frapper. Il a fait un pas dans la chambre, refermant la porte derrière lui, nous enfermant tous les deux avec la vérité. Je suis sortie de la chambre de Margot comme on sort d'une tombe, les jambes flageolantes, suivant la silhouette noire de Julien qui retournait vers le salon, sans m'attendre. Le couloir m'a semblé interminable. Un tunnel oppressant qui reliait ma culpabilité privée à l'arène publique qui m'attendait. Lorsque nous sommes entrés dans la pièce principale, la conversation s'est tarie instantanément. Les 10 personnes présentes, ces visages marqués par la vie, cousins éloignés ou compagnons d'infortune de la défunte, se sont tournés vers nous. Ils ont vu mes yeux rougis, mon maquillage ruiné, ma superbe effondrée, mais ils n'ont rien dit. L'air était saturé d'une tension électrique, mélange de deuil, de méfiance de classe et de cette lourdeur spécifique aux secrets de famille qui sont sur le point d'éclater. Julien s'est placé en bout de table, devant les quelques bouteilles de vin bon marché et les sandwichs que personne n'avait touchés. Il a levé la main pour demander le silence, un geste d'autorité fatigué qui lui donnait soudain 10 ans de plus. Il a commencé à parler de sa mère. Il n'a pas fait l'éloge funèbre classique, il n'a pas gommé les aspérités. D'une voix blanche, monocorde, il a raconté la lutte de Margot. Il a parlé de la femme brisée qu'elle était, de ses démons, de ses veines brûlées par l'héroïne et de ses séjours en prison. Mais il a dit que sa plus grande addiction n'était pas la drogue, c'était la vérité. Il a expliqué qu'elle avait passé ces dernières années à chercher obsessionnellement à comprendre pourquoi sa propre mère, Simone, avait sombré. Il a dit que Margot était morte de chagrin autant que de surdose, écrasée par le poids d'une injustice qu'elle sentait dans sa chair sans pouvoir la nommer. Il a conclu en disant qu'il pensait que le silence avait tué les femmes de sa famille. Ces mots ont agi sur moi comme une injonction physique. Je ne pouvais plus rester assise là, dans mon tailleur de luxe, à jouer le rôle de la vieille dame digne venue présenter ses condoléances. La lettre de Simone brûlait encore ma mémoire. Son pardon m'avait achevée. L'accusation implicite de Julien me forçait à renaître, ou du moins à mourir socialement pour expier. Je me suis levée. Le bruit de ma chaise raclant le vieux parquet a résonné comme un coup de feu. Tous les regards se sont braqués sur moi. Je sentais mon cœur battre jusque dans ma gorge, un tambour affolé qui menaçait de rompre. J'ai ouvert la bouche et ma voix est sortie, d'abord faible, puis étrangement claire, coupante comme le scalpel que j'avais manié toute ma vie. J'ai dit que je voulais parler. J'ai dit que je devais une vérité à cette famille, une vérité qui arrivait avec 40 ans de retard. J'ai vu l'incompréhension dans les yeux des invités, mais je n'ai pas reculé.
J'ai prononcé les mots irrévocables. J'ai déclaré que Simone Renoir n'avait jamais commis d'erreur médicale. J'ai dit à l'Assemblée stupéfaite que c'était moi, Claire Marchal, qui avait falsifié les documents en 1983. J'ai expliqué, avec une précision clinique, comment j'avais imité son écriture, comment j'avais modifié les dosages, comment j'avais orchestré sa chute pour prendre sa place. J'ai avoué que j'avais détruit sa carrière et sa vie, non pas par compétence, mais par peur et par jalousie. J'ai dit que j'étais l'architecte de leur malheur. Un silence absolu a suivi ma déclaration. Un silence si dense qu'on aurait pu entendre la poussière retomber. C'était le moment de bascule, l'instant où l'icône respectée se transformait en monstre sous leurs yeux. Puis, l'explosion a eu lieu. Une femme assise près de la fenêtre, une tante sans doute, s'est levée brusquement, renversant son verre de vin rouge sur la nappe blanche. La tache s'est étendue comme du sang frais. Elle a crié, elle m'a hurlé que j'étais une meurtrière. Elle a demandé comment j'avais osé venir ici, comment j'avais pu vivre toutes ces années en sachant que j'avais du sang sur les mains. Les autres ont commencé à murmurer, à s'agiter, une vague de haine pure montant vers moi. Je restais debout, immobile, recevant leurs insultes comme des coups mérités. Je ne cherchais pas à me défendre. Je voulais qu'ils me frappent. Je voulais qu'ils me détruisent. Mais Julien ne bougeait pas. Il est resté à sa place, les bras croisés, me regardant avec une étrange fixité. Il n'y avait pas de surprise sur son visage, pas de fureur nouvelle, juste un vide immense. Il a fini par lever la main à nouveau, et le calme est revenu, précaire, imposé par sa douleur souveraine. Il m'a parlé doucement, d'une voix qui traversait le tumulte comme une lame froide. Il m'a dit qu'il savait, j'ai vacillé. Il savait, il a continué, expliquant à l'Assemblée et à moi-même que Margot avait tout trouvé avant de mourir. Elle avait rassemblé les preuves, les journaux intimes de Simone, les lettres, les incohérences. Il m'a révélé qu'ils avaient passé les derniers mois à constituer un dossier avec un avocat. Il s'apprêtait à porter plainte, à me traîner devant les tribunaux, à détruire ma réputation publique. Il voulait la guerre. Mais Margot était morte avant. Julien a eu un sourire triste, désabusé, qui m'a fait plus mal que les cris de la tante. Il m'a dit qu'en me voyant aujourd'hui, vieille, tremblante, brisée à genoux dans la chambre de sa mère, il avait compris l'inutilité de la vengeance. Il m'a demandé à quoi servirait un procès, maintenant. Il a dit que sa grand-mère était morte, que sa mère était morte, et que je n'étais plus qu'une ruine. La prison ne lui rendrait personne. Me voir humiliée publiquement ne comblerait pas le vide dans sa vie. Il m'a dit que ma punition ne serait pas la justice des hommes. Ma punition serait de vivre les quelques années qui me restaient avec moi-même. Il a dit qu'il voyait bien que c'était le pire châtiment possible. Le salon était redevenu silencieux, mais c'était un silence de mort, un silence de fin du monde. Je me sentais plus seule que je ne l'avais jamais été. J'avais espéré la colère, le châtiment, quelque chose qui m'aurait permis de payer ma dette. Mais Julien me refusait même cela. Il me refusait le statut de criminelle grandiose pour me renvoyer à ma misérable condition de vieille femme pathétique. Il s'est approché de moi. Les invités se sont écartés comme si j'étais contagieuse. Il a plongé la main dans la poche intérieure de sa veste et en a sorti une enveloppe blanche, froissée. Il me l'a tendue. Il a dit que c'était la toute dernière chose que Margot avait écrite, la veille de son overdose. Elle voulait que je comprenne ce que j'avais réellement fait, au-delà des carrières et des titres. Elle voulait que je voie ce que j'avais bâti. J'ai pris l'enveloppe. Elle était légère, ne contenant qu'une simple feuille de papier photo. Julien a reculé, retournant vers les siens, me laissant seule au milieu de la pièce, exclue du cercle des vivants, tenant entre mes doigts, tremblant, le verdict final de mes victimes. Il m'a dit de partir, maintenant, qu'il n'y avait plus rien à dire, que tout était accompli. Je n'ai pas quitté Lyon tout de suite. Après avoir été chassée de l'appartement de la Croix-Rousse, j'ai erré dans la ville qui s'assombrissait, portant l'enveloppe de Julien comme une bombe à retardement contre ma poitrine. Mes pas m'ont conduite mécaniquement vers le parc de la Tête d'Or, ce vaste poumon vert au cœur de la ville, désert en cette fin d'après-midi hivernale. Le brouillard montait du lac, enveloppant les arbres centenaires dans une ouate glacée qui étouffait les bruits de la circulation. Je me suis laissé tomber sur un banc de fer forgé, humide et froid, face à l'eau noire. J'étais seule. J'étais une vieille femme en tailleur de luxe, souillée par la poussière d'une chambre de morte, assise dans le froid, au bout de sa vie. J'ai sorti la photo de l'enveloppe. La lumière déclinée
mais l'image était claire, d'une netteté cruelle. C'était un cliché pris il y a peut-être 30 ans. On y voyait une toute petite fille, Margot, âgée de 5 ou 6 ans. Elle portait une robe d'été et des sandales. Elle se tenait dans le hall de l'hôpital, ce même hall que j'avais traversé le matin même. Elle était debout devant la plaque commémorative flambant neuve, celle que j'avais fait poser. La petite Margot tendait la main et touchait du bout des doigts les lettres gravées dans le laiton. Prix Simone Renoir. Elle regardait l'objectif, sans doute tenu par son père ou par Simone elle-même avant la fin, avec une expression d'incompréhension totale. J'ai retourné la photo. Au verso, l'écriture adulte et saccadée de Margot, tracée quelques jours avant son overdose, m'a sauté aux yeux. Elle avait écrit que j'avais transformé sa grand-mère en statue pour mieux l'oublier. Elle disait qu'enfant, elle ne comprenait pas pourquoi cette dame en métal portait son nom, mais ne venait jamais la voir. Elle disait qu'en grandissant, elle avait compris la vérité. Cette plaque n'était pas un hommage. C'était une pierre tombale posée sur un secret. Elle écrivait que j'avais érigé ce monument à ma propre gloire, pour me donner le beau rôle, celui de la bienfaitrice éplorée, alors que j'étais le bourreau. Elle concluait en disant que ce prix était une insulte permanente, une façon de forcer les victimes à applaudir leur assassin chaque année. Les mots de Margot ont fait voler en éclats mes dernières défenses. J'ai réalisé l'horreur de ma vanité. J'avais cru acheter mon rachat en créant ce prix. Je pensais sincèrement, dans mon délire narcissique, que j'honorais Simone. Mais je n'avais fait que sceller le mensonge dans le marbre. Chaque cérémonie, chaque discours, chaque jeune médecin recevant ce prix perpétuait la fiction que Simone était morte d'une erreur tragique et que moi, la grande Claire Marchal, j'étais la gardienne fidèle de sa mémoire. J'avais volé sa vie et j'avais volé sa mort pour en faire un accessoire de ma propre légende. La colère est montée en moi. Pas contre Julien, pas contre Margot, mais contre moi-même et contre ce morceau de métal vissé au mur de l'hôpital. Je ne pouvais pas changer le passé. Je ne pouvais pas ressusciter Simone, mais je pouvais détruire le monument. J'ai sorti mon téléphone portable. Mes doigts gourds ont composé un numéro que je connaissais par cœur, celui de la direction générale de l'hôpital. C'était mon ancien protégé qui dirigeait la maison maintenant. Il a décroché, surpris de m'entendre, inquiet, sans doute de ma voix blanche et cassée. Je ne lui ai pas laissé le temps des politesses. Je lui ai parlé avec l'autorité glaciale qui avait fait trembler les internes pendant 30 ans, mais cette fois, cette autorité servait la vérité. Je lui ai ordonné de convoquer une conférence de presse pour le lendemain matin. Je lui ai dit que je voulais faire une déclaration officielle concernant le prix Renoir. Il a tenté de m'interrompre, de comprendre, pensant sans doute que je perdais la tête, que je voulais augmenter la dotation ou changer le règlement. Je l'ai coupé sèchement. Je lui ai dit que c'était une question de vie ou de mort, une question d'honneur médical. Je lui ai dit de convier les journaux régionaux, la télévision, tout le monde. Je lui ai dit que je voulais détruire le prix. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse protester. Je suis restée là, dans le froid, regardant la nuit tomber sur le lac, sentant, pour la première fois depuis 40 ans, un calme étrange m'envahir. Ce n'était pas la paix, c'était la résolution du condamné qui monte enfin sur l'échafaud. Le lendemain matin, la salle de conférence de l'hôpital était pleine. La rumeur avait couru. On murmurait que la grande Claire Marchal était devenue sénile, qu'elle allait faire un scandale. Les caméras étaient là, leurs yeux rouges clignotant dans la pénombre. J'étais assise, seule, derrière une table couverte d'un drap bleu, sous la lumière crue des projecteurs qui creusaient les trains, mes rides. Je n'avais pas préparé de notes. Je n'en avais pas besoin. J'ai commencé à parler. J'ai regardé droit dans l'objectif de la caméra centrale, m'adressant non pas aux journalistes, mais à la ville de Lyon, à l'histoire et peut-être à Simone, où qu'elle soit. J'ai décliné mon identité. Claire Marchal, ancien chef de service, commandeur de la Légion d'honneur. Et j'ai commencé à déconstruire le mythe, brique par brique. J'ai raconté l'histoire de 1983 sans omettre un seul détail sordide. J'ai décrit la falsification, la jalousie, la peur. J'ai expliqué comment j'avais laissé une innocente être traînée dans la boue. J'ai parlé de la lettre de l'anesthésiste enterrée dans les archives. J'ai parlé du suicide de Simone, de la dérive de Margot, de la douleur de Julien. J'ai dit au monde que chaque titre que je portais, chaque réussite de ma carrière était entachée du sang de ma meilleure amie. J'ai entendu des hoquets de stupeur dans la salle. J'ai vu le directeur se prendre la tête dans les mains, mais je n'ai pas arrêté.
J'ai pointé du doigt la plaque commémorative qui se trouvait juste à l'entrée de la salle. J'ai dit que ce prix Simone Renoir était une imposture. J'ai déclaré que je l'avais créé non par amour, mais par culpabilité et par orgueil. J'ai exigé qu'il soit annulé, rayé des tablettes. J'ai demandé à ce qu'on rende à Simone son honneur de médecin. Elle n'avait jamais commis d'erreur. Elle était l'une des meilleures d'entre nous, et je l'avais sacrifiée. J'ai conclu en disant que je ne demandais pas le pardon, car ce que j'avais fait était impardonnable. Je demandais seulement que la vérité soit rétablie. Je voulais que le nom de Renoir soit nettoyé et que le nom de Marchal soit enfin associé à ce qu'il était vraiment, une fraude. Quand je me suis tue, il n'y a pas eu d'applaudissements, pas de questions immédiates, juste un silence lourd, embarrassé, le silence d'une société qui voit une de ses idoles s'immolée par le feu en direct. Je me suis levée, j'ai quitté la salle, sans un regard en arrière, laissant derrière moi le brouhaha naissant du scandale qui allait emporter ma réputation. Épilogue. Le courage éthique. 3 mois ont passé, je suis retournée à Paris, dans mon appartement silencieux du 6e arrondissement, mais le silence a changé de texture. Ce n'est plus le silence stérile de la protection, c'est le silence nu de la solitude acceptée. Mes murs sont vides. J'ai décroché mes diplômes, j'ai rangé mes médailles dans des cartons que j'ai descendus à la cave. Je ne pouvais plus supporter le réclamenteur. Le scandale a été violent. Mais bref, comme tout l'Est à notre époque. J'ai été radiée de l'ordre des médecins, une sanction symbolique vu mon âge. Mes anciens collègues m'évitent. Je suis devenue une paria, la vieille folle qui a avoué un crime prescrit. Ce matin, j'ai reçu une lettre. L'enveloppe portait un timbre de lion et une écriture nerveuse que je reconnaîtrais entre mille. Julien. J'ai ouvert le pli avec appréhension, m'attendant à une dernière condamnation. Mais la lettre était courte, factuelle, presque apaisée. Il écrivait que ma confession publique avait fait l'effet d'une bombe dans sa vie. Pour la première fois, il pouvait marcher dans la rue la tête haute. On ne le regardait plus comme le fils de la droguée ou le petit-fils de la médecin incompétente. On le regardait comme le descendant d'une victime. Il disait que sa grand-mère l'avait pardonné avant de mourir, que sa mère ne l'avait jamais fait, et que lui, il ne savait pas encore. Il disait que le pardon était un mot trop grand, trop religieux, mais il reconnaissait que j'avais fait la seule chose qui pouvait encore avoir du sens. J'avais tué le mensonge. Il écrivait que Simone aurait voulu ça. Elle aurait voulu que la vérité sorte, même si cela devait me détruire. Mais c'était le post-scriptum qui contenait la véritable fin de l'histoire, cette ironie mordante que seule la vie réelle peut inventer. Julien m'apprenait que l'administration de l'hôpital, dans sa grande sagesse cynique et corporatiste, avait décidé de ne pas supprimer le prix. C'était trop compliqué administrativement, trop gênant de tout annuler. Ils avaient choisi une autre voie, celle du rebranding, comme ils disent. Le prix s'appelait toujours le prix Simone Renoir, mais ils avaient changé son intitulé. Ce n'était plus un prix pour l'excellence technique. C'était désormais le prix Simone Renoir pour le courage éthique et la transparence médicale. Et Julien ajoutait avec une plume qu'on devinait trempée dans l'acide que le conseil d'administration avait décidé de m'attribuer ce prix, à titre exceptionnel et unique pour avoir eu le courage de briser la loi du silence. J'ai reposé la lettre, incrédule, j'ai ri, un rire sec sans joie qui a résonné dans ma cuisine vide. C'était parfait, c'était monstrueux et parfait. Le système avait digéré mon aveu pour en faire un nouvel outil de communication. Il me félicitait d'avoir avoué le crime que j'avais commis. Simone, de là où elle était, devait apprécier la farce. Elle qui détestait l'hypocrisie. Elle voyait son nom associé à la transparence, grâce au mensonge de sa meilleure amie. Je me suis levée et je suis allée devant le grand miroir du couloir. J'ai regardé mon reflet. Je n'ai plus l'air de la grande dame intouchable. J'ai l'air fatiguée. Mes épaules sont voûtées, mais mes yeux, pour la première fois, ne fuient pas. Il n'y a plus de secret derrière eux. Je suis Claire Marchal, celle qui a trahi, celle qui a tué, celle qui a avoué. Je porte désormais une nouvelle médaille, invisible et lourde, celle de la vérité. J'ai repensé à toutes ces années, à ces 30 ans de règne. J'ai signé des milliers de diagnostics. J'ai sauvé des centaines de vies. Mais à chaque fois que je signais un papier, une petite voix me demandait « Et si je me trompais ? Et si j'étais incompétente, comme Simone ?» Aujourd'hui, je connais la réponse. Je ne me suis jamais trompée de diagnostic. Je n'ai jamais fait d'erreur technique. J'ai fait bien pire. J'ai menti. L'erreur est humaine. Elle se pardonne. Le mensonge est un choix
Et il se paie. J'ai fini de payer. Je peux enfin attendre la mort, assise dans le silence de mon appartement, non plus comme une voleuse qui a peur d'être découverte, mais comme une coupable qui a purgé sa peine. Le dossier est clos.